L'invité de ce Smart Impact, c'est Olivier Grimbert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général délégué et secrétaire général de Veolia Hauts-France et c'est surtout à ce titre que vous venez, président de l'Union nationale des services publics industriels et commerciaux, l'UNSPIC. C'est quoi l'UNSPIC? Qui représentez-vous? Alors, l'UNSPIC, je représente les entreprises délégataires de services publics. Alors, qu'est-ce que sont les délégataires de services publics? Parce que c'est un terme un peu ésotérique. Oui, la DSP, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Non, oui. non. Alors, d'abord, ce sont les services du quotidien. Les services du quotidien, c'est l'eau qui est distribuée à votre robinet, ce sont les cantines de vos enfants, de nos enfants, ce sont les transports publics, ce sont les poubelles qui sont traitées et recyclées. Donc, c'est l'ensemble des services publics industriels et commerciaux. Ce ne sont pas les services administratifs, ce ne sont pas ni les écoles, ni la santé, ni les prisons, ni la police. Donc, c'est des services publics industriels et commerciaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une DSP? Parce que le terme aussi est un petit peu bizarre. C'est une collectivité qui délègue à une entreprise privée, c'est ça? C'est une collectivité qui continue à être responsable du service public. Oui. Ce n'est pas une privatisation. D'accord. Mais elle choisit d'avoir un prestataire qui lui apporte la meilleure expertise possible. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. À la fois le meilleur rapport qualité-prix et du service plus. On verra peut-être si on peut parler de... On verra si ça permet d'innover plus, Voilà. d'investir plus, et notamment sur les sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire la transition, la transformation. Et donc c'est quand même quelque chose qui est important en France. Ouais. D'abord parce que ça représente 1,3 million de salariés en France, c'est pas rien. 5% du PIB français, c'est pas neutre, mais aussi il y a une profondeur historique, c'est un modèle français. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ce système, il existe ailleurs, hein, est-ce qu'il y a une façon de faire, un modèle français de la DSP, de la délégation de services Alors publics? oui, c'est un modèle français. C'est un modèle français qui associe le meilleur du public et du privé. C'est ça qui est intéressant. C'est un choix qui n'est pas un choix du tout public, comme il existe dans certains pays, où il y a une tradition publique, en Allemagne par exemple, il y a une tradition publique, dans d'autres pays, et qui n'est pas non plus la privatisation au sens très anglo-saxon du terme. En Angleterre, les exemples ou les contre-exemples thatchériens, ou certains modèles aux États-Unis. Bon, c'est un modèle qui est hybride, où les pouvoirs publics continuent à être responsables du service public, mais ils définissent un cahier des charges, ils font appel à des prestataires, et des prestataires qui apportent ce qu'ils peuvent apporter de mieux sous le contrôle de la collectivité. Est-ce que ça a permis, ce modèle que vous décrivez, l'émergence d'un certain nombre de géants européens ou de géants mondiaux? Alors, c'est très intéressant ce que vous demandez, parce qu'on est à la fois un tissu d'entreprises de taille petite et moyenne, et des très grands groupes, mais qui ne sont pas, je vais revenir dans un instant, qui ne sont pas des groupes désincarnés. Ce sont des groupes multilocaux. C'est plutôt des fédérations d'entreprises locales. Tous les emplois qu'on a sont des emplois locaux, non délocalisables. Ce n'est pas du tout des choses qui peuvent être exportées en Inde ou ailleurs. C'est des services publics locaux. Parce que c'est du service local, c'est logique. Mais des grands groupes qui sont devenus, au fil des temps, et c'est des rares exemples, où la France a des leaders mondiaux dans leur domaine. Exemple, Transdev dans le transport, Vinci dans les concessions, Sodexo, par exemple. Sodexo dans la restauration, Veolia et Suez dans l'eau, les déchets, etc. Les services énergétiques, tous ces sujets-là, on retrouve des leaders qui sont numéro 1 dans leur secteur en France, donc qui sont reconnus en Europe. Par exemple, après 89, en Europe continentale, la plupart de ces pays-là ont fait appel à un modèle de DSP français, qui n'était pas forcément français, mais il se trouve qu'ils ont fait appel à des acteurs français. Et donc, partout en Europe continentale, on est très très présent pour ce modèle-là. Alors, j'en viens à la question centrale. Et d'après vous, avec cette expérience, ces décennies d'expérience, est-ce que c'est un modèle qui permet aux collectivités locales, territoriales, d'améliorer leur impact? Notamment, restons sur la première question, environnementale. Est-ce que ça a permis aux collectivités de faire plus en matière de transition environnementale, d'après vous? Évidemment, oui. Et en fait... Alors, je veux bien des exemples. Je vais vous donner des exemples, effectivement. Pour moi, la RSE, peut-être pour redéfinir un peu ce qu'est la RSE, on parle de DSP... On en parle tous les jours ici, mais allez-y. Mais peut-être, pour moi, c'est responsabilité sociale et environnementale, ça comprend 3 volets. Un volet environnemental, on va y revenir dans un instant, un volet social et un volet sociétal. Je vais essayer de distinguer un petit peu les deux, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose dans mon esprit. Après, on peut avoir des définitions différentes. Environnemental, un ou deux exemples. En quoi les entreprises ont-elles apporté des choses? Dans le domaine de l'eau, récemment, un grand groupe a remporté un contrat à Lille. L'eau, on était normalement, que ce public ou privé, rémunéré à la quantité d'eau distribuée. Donc plus il y en a, plus on est rémunéré. À Lille, le contrat est rémunéré
l'entreprise est rémunérée sur les économies qu'elle fait faire sur la ressource. C'est un peu contre-intuitif. Il fallait un peu de jus de cervelle. C'est aussi un moyen de mieux détecter les fuites, évidemment. etc. Et ça incite à aller vers le rapport qualité-prix que j'évoquais tout à l'heure. Donc, environnemental, c'est ça. Autre élément environnemental, les grandes entreprises ont été fer de lance sur les véhicules propres. Sur la restauration collective. En faisant passer leur flotte vers l'électrique. Bien sûr. D'accord. Elles ont tiré le modèle vers le haut, y compris pour les régies d'ailleurs qu'on suivait derrière. Bon. Sur les cantines, troisième exemple, je m'arrêterai après ça, c'est à la fois circuit court, en région parisienne, pour les cantines scolaires ou la restauration collective, pour les entreprises. C'est aussi bio. Donc il y a plein de jeux. Ça, c'est la partie environnementale. Sur le deuxième aspect, on pourra détailler si vous le souhaitez. Sur le deuxième aspect, qui est l'aspect social, c'est pour nos propres employés. Vous avez vu qu'on est des grands employeurs importants. Eh bien, on fait en sorte de prendre des gens de bac-5 à bac+5, de les former, de les faire évoluer, d'assurer... Mais ça, vous le feriez de toute façon. C'est pas parce que... Ou est-ce que le fait d'être en délégation de service public vous incite à le faire encore plus? Nos entreprises sont majoritairement en délégation de service public. Elles sont aussi pour les entreprises privées, mais elles sont majoritairement des entreprises de DSP. Donc, c'est notre valeur ajoutée d'apporter ça aux emplois locaux en matière sociale. Et en matière sociétale, c'est pour l'écosystème dans lequel on est. Je vous ai dit qu'on est des entreprises multilocales. Multilocales, pour nous, ça veut dire un ancrage territorial. Donc, c'est l'accès des populations, qu'on appelle les quartiers difficiles, à l'emploi, les former, les faire accéder à l'emploi, les faire accéder à... Donc, l'écosystème. Et puis, c'est aussi accès aux droits pour les populations en difficulté. Je prends deux exemples. Chèque eau, chèque énergie. Aujourd'hui, il y a des populations qui ont du mal à accéder à l'eau parce qu'elles ont du mal à payer leurs factures. Il y a des chèques eau et énergie qu'on met en place avec les collectivités pour faire en sorte que les gens aient accès à ces services essentiels. Donc on voit bien que c'est un truc qui forme un tout et les entreprises apportent ce retour d'expérience. Je pense que c'est ça qui est important par rapport à ce que vous évoquez. On a expérimenté des choses partout et on apporte au plan local le meilleur de ce qu'on a pu trouver. Mais alors, comment les collectivités gardent le contrôle? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est extrêmement codifié. Par rapport à une régie, c'est quoi par rapport à la DSP? La régie, c'est une collectivité qui fait appel à ses propres services pour rendre un service. Aujourd'hui, vous me posez des questions, j'y réponds. C'est pas moi qui pose des questions, c'est vous qui les posez. Vous êtes la collectivité, vous me donnez le cahier des charges de l'entretien. Et moi, je suis censé le respecter. Si je ne le respecte pas, je ne suis pas reconduit ou je suis pénalisé. Une collectivité, elle fait ça avec ses services publics. Elle définit un cahier des charges. Ça donne lieu à un contrat. On s'engage vis-à-vis de la collectivité. Si on le respecte, ça va bien. Hein. Tous les ans, on rend des comptes. Si c'est mieux que bien, parfois on peut avoir un bonus. Si c'est moins bien que bien, on a une pénalité. Et souvent, ces pénalités sont très importantes. Et c'est vraiment appliqué, ça? Ah, c'est vraiment appliqué. Parce qu'on pourrait imaginer que, il y a une délégation, c'est des contrats assez longue durée quand même. Alors, c'est de moins en moins des contrats longue durée. Les contrats, quand il y a beaucoup d'investissements, sont plus longs parce qu'il faut évidemment amortir. C'est pas absurde. C'est pas... J'apprendrai ça. Quand c'est des contrats de pur service, ça peut être 3 ans, 5 ans, 7 ans. C'est pas... Mais si un contrat est trop long, la collectivité, elle peut se dire, ok, c'est parti, je m'en occupe plus. D'abord, il y a des rendez-vous annuels, compte rendu de gestion, indicateurs, c'est très formalisé. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans ou 30 ans, c'est pas vrai. Il y a 20 ou 30 ans, c'était assez informel. Aujourd'hui, c'est très formalisé. C'est contrôlé par les services de la collectivité, c'est contrôlé par les chambres régionales des comptes, c'est contrôlé par... Et puis, il y a des comptes rendus qui sont rendus publics aux conseils municipaux. Donc, on ne peut pas jouer. Et puis, on joue à la fois la reconduction des contrats et notre réputation. Quand il y a un problème, il est immédiatement médiatisé. Le nom de l'entreprise qu'il y a, il n'a pas un problème que localement, il a un problème en France entière et dans le monde. Il y a eu, alors il n'y a pas eu énormément d'affaires, mais il y a eu des affaires de corruption, etc., qui ont terni l'image de ces contrats. Et on a des citoyens qui sont parfois échaudés et qui disent mais pourquoi l'eau, c'est des entreprises privées ou d'autres délégations. Comment vous répondez à cette suspicion de certains citoyens? Alors, c'est des histoires très anciennes, qui ont plusieurs décennies. 2, c'était une époque où il n'y avait pas tous ces contrôles. 3, aujourd'hui, tout se sait. Donc, la réputation, c'est juste notre actif principal, notre nom. Et si aujourd'hui, je suis rentré dans ce secteur-là, c'est parce que je croyais que ces choses-là avaient évolué, et ils ont évolué. Force est de constater. Alors, est-ce qu'il y a zéro risque dans le monde? C'est pas vrai.
Il y a aussi des risques de corruption dans le public. Il suffit de regarder. Il y a parfois même une forme de connivence qui peut exister. Là, le fait qu'il y ait deux acteurs différents, c'est une forme de clarification avec un contrôle très, très étroit. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Alors, il y a une petite précision sémantique. L'eau n'est pas privatisée, rien n'est privatisé. C'est le service qui la gestion. J'ai bien compris que c'était la DSP, la délégation de service public. Le bien, bien sûr. Mais dans la perception d'une partie du public, des citoyens français, le bien est public et il n'y a rien de plus contrôlé que les DSP. Il nous reste une grosse minute. Je voudrais qu'on parle innovation quand même. Est-ce que ce système permet de plus innover qu'une régie, par exemple, d'après vous? D'abord, quel type d'innovation? Rapide, une minute. Il y a l'innovation technique. C'est vrai qu'il y a des métiers hyper techniques. Quand on fait de la réutilisation des eaux usées, c'est hyper technique. Quand on fait des nouvelles courbes de cycle de chaleur ou de refroidissement, c'est hyper technique. Mais il y a aussi l'innovation contractuelle, faire en sorte que ce partenariat, on co-construit avec les partenaires, les ONG, les associations de consommateurs. Et troisième type d'innovation, l'innovation financière, avec des financements publics-privés. Pourquoi c'est plus innovant? Parce qu'en fait, à travers notamment les grands groupes, on bénéficie des retours d'expérience sur ce qu'on a fait ailleurs. Et une ville moyenne bénéficie d'innovation qu'elle n'aurait jamais eue si nous n'apportions pas ce qu'on a réussi, ou parfois les problèmes qu'on a rencontrés ailleurs. Donc cette innovation, il y a un retour d'expérience qui est la forme de richesse qu'on apporte, c'est-à-dire cette valeur ajoutée pour faire en sorte que les consommateurs qui sont usagers, consommateurs et contribuables, c'est les mêmes. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une chance pour la France. Ça permet de concilier les exigences de finances publiques et de besoins de services publics. Merci beaucoup, Olivier Grimbert, et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci de Connaissez-vous la dette infrastructure? C'est le thème de notre Zoom tout de suite. On reste dans les mêmes thématiques.